Europe Matin, Patrick Cohen. Excellent début de journée à Marseille et ailleurs. Voici Sébastien Krebs pour le journal. Bonjour Sébastien. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Abaisser la vitesse limite à 80 km/h sur les routes permet-il vraiment de sauver des vies? Enquête ce matin sur l'expérimentation brandie par le gouvernement. En fait, le nombre d'accidents n'a jamais été étudié. Les autres titres. Emmanuel Macron promet qu'il parlera de tout, même des droits de l'homme. Le président turc Erdogan vient déjeuner à l'Elysée. L'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray aurait-elle pu être évitée? C'est ce qu'affirme Mediapart dans une enquête accablante. Dans ce journal également, un document Charlie Hebdo. 3 ans après, l'une des survivantes, Sigolène Vincent, raconte à Sébastien Guyot sa reconstruction. Les ordinateurs du monde entier sous la menace d'une faille reconnue par le géant des processeurs. Et puis Stéphane Peter Hansel, toujours là au départ du Dakar. Il tente une 14e victoire. Les prix de l'immobilier continuent de flamber, plus 8% l'an dernier à Paris. Comment stopper cette spirale? Que prépare le gouvernement en matière de logement? Et pourquoi toujours autant de sans-abri dans les rues malgré la promesse d'Emmanuel Macron? Le secrétaire d'État Julien Denormandie sera notre invité à 8h15. La décision doit être confirmée mardi. La vitesse limite va passer de 90 à 80 km/h sur 400 000 km de routes nationales et départementales. 10 km/h de moins. Le gouvernement affirme que cela permettra d'éviter plusieurs centaines d'accidents mortels. Bonjour Aude Leroy. Bonjour. En fait, il s'appuie sur une expérimentation, mais est-elle vraiment si concluante? Non, et même la note adressée au préfet le concède. 5 pages de conclusion de cette expérimentation. On apprend qu'à 80 km/h, il n'y a pas plus d'embouteillage et qu'on constate une diminution moyenne de la vitesse des automobilistes. En revanche, rien sur l'accidentalité, mais rien du tout. Pourquoi? Eh bien, le rapport ne l'a tout simplement pas étudié. Les tronçons étaient trop courts et il aurait aussi fallu une expérimentation plus longue, 5 ans au lieu de 2. Et donc, ça veut dire que cette expérimentation n'a aucune valeur scientifique? Non, d'autant plus que selon nos informations, en amont de ce test, aucune mesure n'a été réalisée, ni sur les vitesses, ni sur le nombre d'accidents, ni encore sur les endroits dangereux. Donc, il n'y a pas de point de repère, il n'y a pas de données de départ. Et puis, il y a eu des travaux sur les routes en question pendant l'expérimentation. Certaines ont été refaites, d'autres élargies. Donc, ça fausse tout finalement, puisqu'il n'y a aucun moyen de comparaison. L'argument du gouvernement, c'est de dire qu'à 80 km/h, il y aura moins de morts. Scientifiquement, l'expérimentation ne peut pas le prouver. Enquête Europe 1 signée Aude Leroy, spécialiste sécurité routière d'Europe 1. Maintenir le dialogue, mais parler de tous les sujets. La réelle politique assumée d'Emmanuel Macron au moment d'accueillir ce midi à l'Elysée le président turc Recep Tayyip Erdogan. Première grande visite en Europe depuis le coup d'État manqué qu'il avait visé en juillet 2016 et la purge très violente qu'il a menée depuis. L'Elysée promet que la question des droits de l'homme sera abordée. Les opposants exilés en France n'y croient pas beaucoup. Reportage de Maude Descamps. 140 000 fonctionnaires limogés, 55 000 opposants, journalistes et universitaires emprisonnés. Voilà 2 chiffres qui, pour Umit Metin, militant pour les droits de l'homme en Turquie, auraient dû convaincre Emmanuel Macron de ne pas recevoir le président Erdogan. Pour ce militant qui vit à Paris, la France offre ainsi au président turc l'occasion d'asseoir un peu plus son autoritarisme. Concrètement, rien va en sortir. Au contraire, je pense que l'information qui va être reçue par la population turque en Turquie, c'est que Erdogan a été reçu comme un grand chef d'État, que tout s'est bien passé et que des contrats ont été signés. Privilégier la signature de contrats plutôt que la défense des droits de l'homme, c'est aussi ce que Cengiz Aktar reproche à Emmanuel Macron. Pour cet intellectuel turc qui vit entre Paris et Istanbul, il y a urgence. Son pays, dit-il, n'a plus rien d'une démocratie. On va vers une clôture totale de la Turquie, où il n'y a plus aucune liberté et on ne peut absolument pas parler d'une dérive antidémocratique, mais carrément d'une dérive fasciste. Si Emmanuel Macron a promis d'aborder la question des droits de l'homme avec Recep Tayyip Erdogan, les 2 chefs d'État aborderont en priorité 2 autres dossiers, la lutte contre le terrorisme et la crise migratoire. Maude Descamps pour Europe 1. Réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la question iranienne après une semaine de protestation. Rendez-vous convoqué à la demande des États-Unis et que la Russie pourrait tenter de bloquer. Jusqu'au bout, Donald Trump aura tenté de l'interdire. Le livre Brûlot sur les coulisses de la Maison-Blanche sortira finalement dès aujourd'hui. L'éditeur a riposté en avançant sa parution. Dans un tweet, le président américain dénonce un tissu de mensonges et de déformations. Et puis un pas de plus vers un dégel des relations entre les 2 Corées. La Corée du Nord accepte la proposition de discussion offerte par Séoul. Elles auront lieu mardi prochain. Ce sera une première depuis 2 ans.
Europe 1, il est 8h04. Les services de renseignement français ont-ils tenté d'étouffer un raté inexcusable? Les accusations portées par Mediapart sont d'une extrême gravité ce matin. Le site publie une enquête accablante et affirme que l'attaque de Saint-Étienne du Rouvray, l'assassinat du père Hamel en juillet 2016 aurait pu être évité. Des messages postés quelques jours plus tôt par l'un des assaillants avaient bien été détectés, mais la note des services est restée lettre morte. Elle n'a jamais atterri sur le bureau de la DGSI et pire, après l'attaque, tout aurait été fait pour dissimuler ce raté, selon Mathieu Sucre, le journaliste auteur de l'enquête. Dans les heures qui suivent l'assassinat du père Jacques Hamel, quand la DRPP apprend, comme tout le monde, l'identité d'un des deux tueurs, c'est-à-dire Adèle Kermiche, et qu'elle réalise qu'elle travaillait dessus depuis 5 jours et que, ou la boulette, on n'avait pas transmis les infos qu'on avait aux autres services de renseignement, la hiérarchie va convoquer le policier qui avait fait les fiches et va lui demander de post-dater les documents. Ça, c'est l'élément le plus grave. Là, nous avons un service de renseignement qui va maquiller les informations pour se préserver de toute responsabilité ultérieure. Le journaliste de Mediapart, Mathieu Sucre, et une première réaction ce matin, celle de l'une des proches du prêtre assassiné, Madeleine Lefebvre. C'est grave, ça nous fait quelque chose parce qu'on a tellement été choqués par ce qui s'est passé. On ne le digère pas, on y pense tout le temps. J'avais entendu parler que c'était prémédité depuis un bout de temps quand même. Ce pauvre homme qui demandait rien à personne, qui a été assassiné d'une façon terrible, quoi. Ça aurait pas dû arriver. C'est grave. Propos recueillis par Pierre Herbulot pour Europe 1. Et ces révélations interviennent au moment où l'on commémore ce week-end le 3e anniversaire de la tuerie de Charlie Hebdo. 7 janvier 2015, 11h30, en pleine conférence de rédaction, les frères Kouachi surgissent et abattent 8 collaborateurs du journal. 3 ans après, 61% des Français se sentent toujours Charlie, selon le sondage IFOP que nous publions. Mais comment se reconstruisent les survivants? Sébastien Guyot est allé rencontrer Sigolène Vincent. Elle travaille toujours pour Charlie aujourd'hui, mais a préféré s'éloigner de Paris. Elle a accepté de se confier. Elle nous reçoit chez elle, une maison quelque part dans le sud de la France. De prime abord, face à nous, une jeune quadra souriante, mais à l'image de sa nouvelle vie depuis 3 ans, une femme qui se protège. Ça va à peu près, mais c'est parce que je suis très polie que je réponds, ça va. Parce qu'en réalité, depuis ce 7 janvier 2015, Sigolène Vincent a connu la paranoïa les premiers mois, puis les pleurs récurrents, et aujourd'hui encore, subsistent quelques peurs incontrôlées. Les sirènes des secours, que ce soit police, pompiers ou ambulance, le bruit des cartes ou des ardoises des restaurants sur les trottoirs quand un coup de vent les font tomber au sol, c'est pour moi le bruit qui se rapproche le plus d'un coup de feu, c'est très sec. Des peurs exacerbées à Paris où elle ne se rend plus qu'une fois tous les 15 jours pour la conférence de rédaction de Charlie Hebdo. Elle y tient, même si l'insouciance a disparu, car la peur est toujours là et les menaces de mort se sont même multipliées ces derniers mois. Moi qui ai pu avoir à un moment donné l'âme militante, mais ce que je ne suis plus du tout aujourd'hui et peut-être à cause de l'attentat, je me dis que je fais peut-être acte de participation à la vie de la cité en continuant à écrire dans le journal. Écrire pour Charlie Hebdo, écrire des romans aussi. Sa thérapie passe également par la lecture et la musique. Chez elle, des dizaines de vinyles, Dylan, Springsteen ou encore Moustaki. Prendrons le temps de vivre, d'être libre. Alors le goût à vivre, c'est un peu long, mais vivre, on vit dès l'instant où on n'a pas été tué, dès qu'on se relève et dès qu'on a vu dans les yeux du tueur qu'on allait rester en vie, on continue à respirer et à vivre, mais vivre pendant un certain temps différemment, coupé du monde. On avance comme si on était derrière un vitrage, on voit les autres, eux, vraiment vivre et sûrement avoir le goût de vivre. Mais nous, on avance un peu comme des fantômes, comme un spectre dans la ville, quoi. Je sais que j'ai vécu un événement particulier d'une violence inouïe. Mais ça n'a pas changé qui j'étais. Il y a juste quelque chose de cassé à l'intérieur, une fêlure, un chagrin qui ne part pas. Et voilà, c'est moi avec une cassure. La certitude.
Témoignage recueilli par Sébastien Guyot que vous retrouverez demain dans une édition spéciale de l'émission Tout Terrain consacrée à la reconstruction avec aussi d'autres proches de victimes ou de rescapés des attaques qui ont frappé la France. C'est à écouter à 13h demain sur Europe 8h11, Patrick Cohen. La suite du journal, Sébastien Krebs. C'est une alerte planétaire et une menace qui pèse sur les ordinateurs du monde entier. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Sébastien. Directeur du journal Les Échos, le géant des processeurs Intel reconnaît des failles qui menacent la sécurité de nos ordinateurs. Il s'agit de 2 méga failles de sécurité qui concernent en effet la quasi-totalité des ordinateurs et des serveurs dans le monde, de même que des millions de smartphones. Alors l'une de ces failles s'appelle Spectre, comme l'Empire du Mal dans James Bond, ça ne s'invente pas. L'autre s'appelle Meltdown, effondrement, c'est tout dire. Ces failles permettent en théorie à des hackers d'accéder à toutes les données sensibles de l'ordinateur, les mots de passe, les données bancaires, etc. Est-ce qu'il existe une parade ? Eh bien c'est tout le problème. La seule vraie parade, tenez-vous bien, consisterait à changer les ordinateurs eux-mêmes. C'est d'ailleurs une solution à laquelle certaines sociétés américaines réfléchissent sérieusement, car ce sont les microprocesseurs fabriqués notamment par Intel, autrement dit le matériel informatique lui-même, qui est en cause. Alors à défaut de changer d'ordinateur, c'est déjà le rush dans le monde entier pour installer des patchs, des correctifs. Il faut absolument faire ces mises à jour de sécurité le plus vite possible, mais ces patchs ne règlent véritablement qu'une des 2 failles. Voilà pourquoi cette affaire est d'une ampleur absolument considérable. Une course est engagée entre l'industrie informatique mondiale et les hackers pour éviter que des données de millions de personnes ne se retrouvent dans la nature. L'éclairage de Nicolas Barré, directeur du journal Les Échos. Merci. En France, le gouvernement s'attaque au dossier brûlant de Notre-Dame-des-Landes. Premier rendez-vous aujourd'hui à Matignon entre le Premier ministre Édouard Philippe et les élus locaux. La décision finale sur le projet d'aéroport doit être prise d'ici la fin du mois. Et puis la ministre Jacqueline Gourault, en charge d'un autre dossier explosif, celui de la Corse, est attendue sur l'île de Beauté tout à l'heure. Elle doit rencontrer les 2 leaders de la nouvelle collectivité. La lutte contre la fraude à la TVA. Fini les manips utilisées parfois par les commerçants pour dissimuler une partie de leurs recettes. Depuis le 1er janvier, leurs caisses enregistreuses doivent être équipées sous peine d'amende d'un nouveau logiciel, une sorte de mouchard, et ça ne plaît pas toujours dans les petits commerces. Reportage en Alsace d'Arthur Elbaché. Saucisses, knacks, tourtes, sur l'écran tactile tout neuf s'affichent les articles vendus par Delphine, bouchère à Münster. Caisse nouvelle génération, ou plutôt dit-elle mouchard, dernier cri pour le fisc. Ils peuvent venir n'importe quand avec une clé USB et prendre vos informations de votre caisse et ensuite les visionner tranquillement dans leur bureau et voir tiens, pourquoi il y a une ligne de supprimée, là pourquoi il y a une modification. En même temps, s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, ça peut paraître normal. Mais je veux dire que l'État, en fait, tape tout le temps sur les petits commerces de proximité. Et cette nouvelle caisse obligatoire, donc pour tous les commerçants depuis cette semaine, nous a coûté 10 000 €, ajoute Delphine, qui a dû informatiser toute sa boucherie. Pour ceux déjà équipés, la mise à jour coûte à peu près 200 €, dit le restaurateur Pierre Deloge, président des commerçants de la vallée, qui dénonce lui aussi un flicage. C'est un flicage parce que toutes les opérations sont enregistrées. Si par exemple on va vite et on commande 22 cafés au lieu de 2 cafés, les 22 cafés sont enregistrés dans la mémoire. L'administration fiscale va penser que c'est de l'argent qu'on a essayé de dissimuler aussi. Parce que c'était la combine habituelle d'annuler des transactions. Voilà, en fait, il y a des gens qui annulaient des additions pour faire de l'argent en noir, oui, c'est sûr. La fraude à la TVA, c'est à peu près 15 milliards € par an, dont 3 milliards via la caisse enregistreuse. Münster, Arthur Elbaché, Europe 1. La tempête Éléonore a quitté la France, mais 7 départements de l'Est, entre le Jura et les Alpes, restent en vigilance orange en raison des risques d'inondation liés au Redoux. Le pompier emporté hier par un torrent de boue dans l'Isère est toujours porté disparu. Le Dakar fête ses 40 ans. Grand départ demain à Lima au Pérou, en Amérique du Sud, où le rallye s'est exilé depuis 2009. Et sur la ligne de départ, l'un de ses monuments, Stéphane Peter Hansel, recordman du nombre de victoires. Il vise la 14e. Quand on prend le départ d'un Dakar depuis des années, c'est toujours avec l'objectif de gagner. J'aimerais bien, mais bon, comme tous les ans, ça va être compliqué. La bagarre est jamais facile. Et puis même en interne chez nous, bien sûr, chez Peugeot, il y a de la grosse concurrence avec Sébastien Loeb, Carlos Sainz, Cyril Després. La course va être compliquée, mais la motivation, elle est intacte. Comme un junior, on a envie d'attaquer. Le fait que c'est un seul événement par an, j'ai le temps de recharger les batteries quand même, de me remotiver, entre guillemets, d'avoir envie d'y aller. Et c'est pour ça que ma carrière dure aussi longtemps. Stéphane Peter Hansel au micro Europe 1 d'Axel May. Merci, c'était Sébastien Krebs pour le journal. Europe 1.